Alors, je suis Frédéric Potts, directeur des jardins botaniques de la métropole du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, c'est-à-dire le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy et le jardin d'altitude du Haut-Châtelet. Alors, mon sujet, c'est un sujet qui fait le lien entre les activités des jardins botaniques, les textes législatifs en lien avec la protection de l'environnement, notamment la Convention sur la diversité biologique, et les hotspots de biodiversité qu'on retrouve à l'échelle mondiale. Je travaille en l'occurrence sur ce projet avec un organisme qui s'appelle le Conservatoire des collections végétales spécialisées et la Fondation Rustica. Et je vais donc parler du lien entre jardin botanique, hotspot de biodiversité et textes législatifs. Frédéric qui était venu il y a 2 ans à Montpellier déjà nous parler des jardins botaniques. Alors, pour ceux qui regardent parfois les chaînes d'information, vous avez peut-être, en buvant votre café un matin, il y a quelques semaines, eu le plaisir de voir Monsieur Potts, très élégant, en train de montrer à la France entière ces amorphophallus du jardin de Nancy en pleine floraison. Il va, je crois, nous en parler aujourd'hui. Donc c'est une star, une star de la télé. Donc Frédéric dirige un jardin que, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite vraiment à aller voir, parce qu'il est tout à fait remarquable. Et je pense, parmi les jardins botaniques français, il fait partie de ceux qui sont les plus aboutis, notamment en termes de présentation des plantes en respectant les évolutions de la classification. Et il a un souci particulier à faire du jardin de Nancy, être un militant pour que le jardin botanique soit en France, comme dans beaucoup de pays, des zones de conservation d'espèces rares. Il va nous faire un tour d'horizon de biodiversité et puis du rôle des jardins dans tout ça. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup pour me permettre de venir une seconde fois parler ici. Merci à Philippe aussi, aux organisateurs. Effectivement, j'avais eu la chance il y a 2 ans de vous parler des jardins de l'évolution. Et depuis 2 ans, je travaille sur un sujet qui allie à la fois les hotspots de biodiversité, à la fois des préoccupations sur le droit des plantes, le droit des hommes, le droit des animaux et le droit des plantes, vous allez comprendre pourquoi, et puis l'activité des jardins botaniques. Donc j'ai essayé de vous préparer quelque chose qui va associer un petit peu ces trois préoccupations. Alors effectivement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça concerne essentiellement à la fois de la flore locale française, mais surtout de la flore à l'échelle mondiale. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est qu'effectivement, ça a été dit déjà par Frédéric Médaille et par d'autres avant, effectivement la végétation et la diversité végétale, eh bien, elle est répartie de manière assez non uniforme à l'échelle mondiale. Vous voyez qu'entre les zones les plus pauvres en diversité et puis les zones les plus riches, on a des distinctions assez importantes avec des centres de diversité qui sont assez conséquents et qu'il faut bien évidemment protéger en priorité. Et sur la base de cette hétérogénéité de la diversité du vivant, chacune de ces zones, comme vous le savez, ont une histoire particulière. La dérive des continents, l'évolution des climats et autres, a fait que la flore mondiale s'est répartie de manière assez particulière. Et donc est né en 1988 le concept de hotspot. Donc le concept de hotspot, alors à l'époque il y en avait 25 qui avaient été identifiés en 88, ça a été revu par la suite. Aujourd'hui on est plutôt sur 34, pardon, excusez-moi. Et donc, effectivement, ces zones sont, à l'échelle de la diversité mondiale, absolument prioritaires, puisque, comme vous le voyez, ces 1,4% du territoire protègent et contiennent à elles seules 44% de la flore mondiale. Donc, il y a vraiment des enjeux extrêmement spécifiques sur cette flore des hotspots. Alors nous, en ce qui nous concerne, pour la France métropolitaine, vous savez qu'on est concerné par le hotspot méditerranéen, ça a été dit tout à l'heure par Frédéric Médaille, avec effectivement une diversité assez conséquente, et on voit bien tout le gradient, c'est un chiffre qui est assez ancien, que j'avais repris de Tela Botanica, mais on voit bien le gradient extrêmement important entre le nord et le sud de la France. Et dans ce concept de hotspot qui avait été décrit, il y a effectivement un nombre d'espèces globales, plus de 1500 espèces endémiques, et puis surtout un niveau de dégradation
qui est de 70%. Donc c'est à la fois des zones, ces hotspots, qui concentrent une immense diversité, et en même temps des zones sur lesquelles, malheureusement, les dégradations ont été assez importantes. Alors, comme il faut montrer des fleurs, alors je vous montre quelques belles fleurs de Méditerranée. Donc ça, c'est l'île de Kio, c'était au printemps dernier. Donc, puisqu'effectivement, sur le hotspot de Méditerranée, j'aurais dû normalement plutôt vous prendre quelque chose de la Méditerranée occidentale, mais j'ai préféré vous mettre la Méditerranée orientale. Donc je vous ai mis quelques beaux offices de l'île de Kio. Voilà, pour illustrer mon propos. Ça fait partie effectivement des genres du hotspot méditerranéen qui sont absolument fantastiques. Alors un autre hotspot important, comme je vous le disais, tous ces hotspots ont une histoire particulière et vous comprendrez bien que la diversité dans ces régions-là, elle n'est pas le fruit du hasard, mais elle est le fruit d'une histoire particulière, d'influences biogéographiques particulières. Et là, un hotspot dont je vais vous parler, c'est effectivement le hotspot du Caucase. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, non ? Celui-là ? Voilà. Donc là, c'est hotspot du Caucase, qui est une zone effectivement de transition entre l'Europe et l'Asie, avec des genres extrêmement importants. Là, le genre rhododendron caucasicum, qui est un genre plutôt oriental, où la majorité de la diversité se trouve dans la région du Yunnan et du Sichuan, et plus on se dirige vers l'Europe, plus le nombre d'espèces diminue. Des espèces plutôt de la péninsule arabique, comme le genre astragal, là c'est Astragalus alopecurus, le genre campanule, qu'on retrouve aussi bien des deux côtés, et puis là c'est un Héracléum, puisque dans la chaîne du Caucase, que ce soit le Grand Caucase ou le Petit Caucase, il y a une extrême biodiversité et une extrême diversité dans le genre Héracléum. Voilà, un autre hotspot dont je pouvais vous parler, c'est ce qu'on appelle les montagnes célestes, c'est les monts Tian Shan. Donc ça, c'est de l'autre côté du désert du Taklamakan. Ce sont des zones extrêmement importantes en termes de biodiversité. C'est notamment les zones d'origine des pommiers, le Malus sieversi, et ce sont des zones dans lesquelles, cette fois-ci, il y a d'autres genres, là, le genre Artemisia, par exemple, puisqu'on est dans ces montagnes-là, à la fois sur le côté steppique, le côté extrêmement montagnard, et puis pareil, le côté oriental et occidental, avec le genre Eremurus, que vous connaissez certainement, avec beaucoup d'espèces de Eremurus, et puis là, un magnifique tapis de Draba, pour le côté alpin. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil à mes amis Pierre et Philippe, puisqu'on avait fait ce voyage ensemble l'année dernière. Donc ces zones de biodiversité sont encore des zones à très forte prospection. Comme vous le voyez, vous avez ces deux illustres personnages en pleine action, en train de collecter, puisque on découvre en cours dans des zones aussi riches de nombreuses espèces nouvelles. Et je crois que le voyage l'année dernière, c'est pas à moi d'en parler, c'est plutôt à eux, mais il y a eu encore quelques jolies découvertes qui feront peut-être l'objet de belles descriptions de nouvelles espèces. Voilà, et puis des rumex, des légumineuses. On n'est pas très loin du centre de diversité du genre Verbascum. Voilà, ça c'était le premier point, c'était de vous présenter un petit peu ces hotspots de diversité. Maintenant, j'en arrive à un autre aspect de mon intervention, c'est l'aspect des COP. Au Jardin botanique de Nancy, l'année dernière, on a fait toute une année entièrement dédiée au droit. On a vraiment voulu, on a travaillé avec l'université de droit de Nancy, et pendant une année complète, on a fait une exposition pour le grand public, et puis également des conférences et un colloque sur le droit des plantes, pour montrer en fait, dans les différents codes, tout un tas de textes qui ont pu être édictés visant à, d'une manière directe ou indirecte, à protéger les éléments du règne végétal. Et donc, lors de cette année dédiée au droit, donc qui a abouti à un colloque qui a eu lieu il y a à peu près un an, effectivement, un certain nombre de textes extrêmement fondateurs. Vous savez que la législation, il y a des choses qui se font à l'échelle internationale, comme la fameuse CITES ou la Convention sur la diversité biologique. Et puis après la publication de la Convention sur la diversité biologique en 1992 à Rio, il y a des réunions. Donc les réunions, elles ont lieu tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle les COP, conférences des parties. Et donc tous les 2 ans, les textes évoluent. En matière de biodiversité, on en est à la dernière, elle a eu lieu à Cali, c'était la COP 16, donc la 16e réunion de la conférence des parties en charge de la biodiversité.
Et avant cette COP16, il y a eu une COP qui a été extrêmement importante, c'est la COP qui a eu lieu au Japon, à Nagoya, dans lequel, en fait, ce qu'on appelle le protocole de Nagoya a été élaboré. Et c'est un texte qui est extrêmement important puisque c'est, depuis les textes fondateurs de 92, en fait, si vous voulez, l'une des grandes idées, c'est de se dire que la biodiversité, elle a une valeur extrêmement importante. Lorsqu'on l'exploite, souvent on lui donne une valeur qui est proche de 0, mais en fait, on se rend compte que les services qu'elle rend à l'humanité sont absolument conséquents. Donc l'idée, en fait, signée et ratifiée par tout un tas de pays, dont la France, c'est qu'effectivement, l'ensemble des retombées financières liées à l'exploitation de cette biodiversité, eh bien, puissent d'une manière directe réalimenter la connaissance et la protection. Et ce texte fondateur du protocole de Nagoya a été donc une étape extrêmement importante. Alors ça crée des contraintes, notamment pour tout un tas d'activités, puisqu'à chaque fois qu'on va dans un pays, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, eh bien effectivement, on doit toujours se préoccuper de l'origine et de comment on va pouvoir redistribuer une partie de l'argent éventuellement collecté sur l'exploitation de cette biodiversité. Le collègue, je crois, qui était intervenu, Bruno David, l'année dernière ou il y a 2 ans, est un des grands spécialistes au niveau national du protocole de Nagoya. Après Nagoya, il y a eu une autre grande réunion, c'était la COP 15, qui devait normalement avoir lieu en Chine, à Kunming. Et puis malheureusement, de Kunming, bien, compte tenu du Covid, elle a eu lieu finalement à Montréal. Et il y a eu un texte extrêmement important qui s'appelle le traité de Kunming-Montréal sur la protection des espaces à l'échelle mondiale. Texte ratifié par la France, et je le précise puisque vous verrez, c'est quelque chose qui est assez intéressant et extrêmement important. Voilà. Et puis la dernière en date, donc je vous ai dit à Cali l'année dernière, en 2024. L'année prochaine, c'est à Yerevan, donc en Arménie. Voilà. Tout ça aboutit donc à des stratégies, donc à une stratégie mondiale pour la conservation des plantes. Parce qu'effectivement, eh bien, on se rend compte que ces textes, alors ils ne sont pas ratifiés par tous les pays, hein, il y a beaucoup de gens qui vont dans ces COP, mais malheureusement certains participent. Là, j'ai parlé 10 minutes. Ok, c'est bon. C'est la première fois que je fais la présentation, donc je ne me rends pas du tout compte du temps dont je dispose pour vous parler. Voilà, donc ce qui est intéressant sur ce slide, c'est qu'il y a 2 éléments dont je voulais vous parler. Le premier, c'est qu'après cette COP, eh bien, la France, d'abord l'Europe et ensuite la France, a élaboré une stratégie nationale. Donc c'est un document que je vous invite à aller consulter, qui est extrêmement intéressant, qui est la stratégie nationale biodiversité 2030. J'imagine que les collègues des conservatoires botaniques ou des conservatoires d'espaces naturels connaissent particulièrement ce texte, puisque tous les engagements et tout ce que vous pouvez lire dans ce document, eh bien, ce sont des engagements de la France vis-à-vis de la communauté internationale. Et puis l'autre chose dont je voulais vous parler sur ce slide, c'est qu'effectivement, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si on est nombreux des jardins botaniques dans cette salle aujourd'hui, mais je crois que je n'ai croisé aucun collègue de jardin botanique. Voilà, je ne crois pas. Si, quelques-uns, voilà. Mais effectivement, un de mes chevals de bataille, c'est qu'effectivement, quand on va dans les congrès internationaux, on se rend compte, vous voyez là, par exemple, tout ce travail qui est fait à l'échelle de la biodiversité mondiale, c'est fait par un organisme qui s'appelle le BGCI. Donc le BGCI, c'est le Botanical Garden Conservation International. Donc le réseau mondial des jardins botaniques. Eh bien, dans beaucoup de pays du monde, les jardins botaniques sont effectivement des acteurs à part entière des mesures de protection de biodiversité. Et donc là, je vous ai sorti quelques textes des engagements pris par la France. Donc là, c'est la stratégie 2020, c'est le rapport 2020, on en est au 3e plan stratégique. Donc là, on est dans le 2020-2030. Et donc vous voyez tout un tas de textes que je trouve absolument passionnants sur, effectivement, les engagements pris par nos gouvernants sur des actions à entreprendre pour la biodiversité. Avec notamment des enjeux, effectivement, extrêmement importants sur l'alimentation, la future alimentation humaine, pour lequel ces ressources, effectivement, alimentaires ou médicamenteuses sont des éléments importants dans lesquels les jardins botaniques peuvent avoir un rôle important. Alors, je vous ai remis encore quelques autres textes à côté
du protocole de la CDB, de la Convention sur la diversité biologique. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que l'an dernier, en 2024, il y a eu le congrès mondial des jardins botaniques, donc c'est tenu à Singapour. On était 1600, et sur 1600, il y avait deux Français, donc il y avait une collègue du muséum et moi-même. Et effectivement, la France, malheureusement, on est un peu sorti de tous ces réseaux internationaux, alors qu'il y a encore 30 ou 40 ans, on était des représentants importants. Mais surtout, ce qui m'a vraiment surpris lors de ce colloque, c'est qu'effectivement, ces textes de la Convention sur la diversité biologique, vous voyez des collègues du monde entier, et sont tous axés là-dessus, en prenant les textes, comment on fait pour sauver les variétés, les cultivars, la conservation in situ, ex situ. Et vraiment, le réseau mondial des jardins botaniques est vraiment axé sur la mise en œuvre de ces directives de la Convention sur la diversité biologique. Avec une stratégie mondiale qui s'appelle GSPC, Global Strategy for Plant Conservation. Donc ça, ce sont les directives internationales des jardins botaniques pour apporter leur pierre à l'édifice de la préservation de la biodiversité. Et puis, ça, c'est un autre document, c'est un dossier de presse que j'ai récupéré sur effectivement la mise en œuvre de la stratégie nationale. Voilà. Alors, à titre d'exemple, je sais qu'il y a des gens des conservatoires botaniques qui sont présents. Eh bien, dans le réseau des jardins botaniques, il a été créé, je ne sais pas si vous en avez certainement entendu parler, à Wakehurst. Donc Wakehurst, c'est au sud de Londres. Eh bien, une immense banque de graines qui s'appelle la Millennium Seed Bank. Vous connaissez certainement ce qui se passe en la banque de graines qui est au Svalbard, qui est plutôt pour des plantes cultivées. Eh bien, à l'échelle mondiale, le réseau mondial des jardins botaniques a créé une bande de conservation de graines avec des choses qui ne sont pas du tout anecdotiques, puisqu'aujourd'hui on a quand même 40 000 espèces qui sont conservées, avec des protocoles de collecte que certainement vous devez peut-être utiliser dans les conservatoires d'espaces naturels ou les conservatoires botaniques, qui est un protocole international de collecte et de préservation des graines qui s'appelle ENSCONET. Donc comme je vous le disais, c'est des choses qui se font à l'échelle internationale. Et donc à titre d'exemple, là je vous ai pris le sultanat d'Oman. Donc le sultanat d'Oman, c'est pareil, une flore extrêmement riche, c'est 1600 taxons. Eh bien le sultanat d'Oman a commencé il y a une vingtaine d'années un énorme programme d'inventaire de sa flore, de cartographie, de collecte, de créer des banques de graines ex situ et est en train de créer. Donc là, j'y suis allé, c'était au printemps, c'était au mois de février dernier. Ils sont en train de créer un immense jardin botanique à côté de Mascate. Donc Mascate, c'est la capitale qui est dans le nord. Et donc un immense jardin botanique pour présenter, en fait, l'ensemble de cette flore typique du sultanat d'Oman. Alors vous allez me dire pourquoi une serre. C'est que vous savez peut-être que dans le sud du sultanat d'Oman, il y a une région très particulière qu'on appelle le Dhofar, qui est influencée par les pluies de mousson. Et effectivement, le jardin botanique étant au nord, eh bien, ils sont obligés de mettre les plantes dans des serres. Mais ce qui est intéressant pour nous, si vous voulez, c'est de voir que la botanique et les jardins botaniques eh bien, sont, à l'échelle d'un pays comme le sultanat d'Oman, eh bien, des acteurs à la fois touristiques et de préservation de la flore. Avec, vous voyez, le centre de conservation, c'était assez bluffant d'imaginer que depuis 20 ans, ils ont créé un immense centre de conservation de la flore du sultanat d'Oman, avec la quasi-totalité de la flore du sultanat est aujourd'hui en conservation ex situ, avec des programmes de renforcement de population, avec des listes rouges et un énorme travail de renforcement et de conservation ex situ. Alors, je voulais faire un petit focus particulier sur la dimension insulaire, parce qu'effectivement, j'ai parlé des hotspots des territoires, mais je voulais absolument vous parler des éléments insulaires, parce que c'est vraiment dans les îles qu'il y a des enjeux encore plus importants, puisque vous savez toute la fragilité des écosystèmes insulaires. Et donc, vous exposez, bien évidemment, via ce document que vous connaissez peut-être, effectivement, la richesse en diversité. Plus les îles sont isolées, plus elles sont petites, plus l'endémisme est important. Et effectivement, il y a des enjeux considérables dans les milieux insulaires. Voilà. Puisque, comme vous le voyez, eh bien, effectivement, la diversité aréale de ces îles est extrêmement conséquente. Voilà. Alors, avec des flores importantes, ça vous le connaissez peut-être, c'est le palmier bouteille, c'est l'île Maurice. Et là, commencez à vous montrer que le côté des jardins botaniques peut avoir un intérêt.
Je crois que mon collègue Stéphane Buor de Brest est venu l'année dernière vous faire une présentation sur l'ensemble du travail qu'ils peuvent faire dans certaines îles tropicales. Effectivement, c'est un palmier qui est très rare en nature, mais qui aujourd'hui est devenu une banalité dans les jardins tropicaux. Donc l'intérêt de certaines démarches de jardins pour sauver cette biodiversité, ça vient de l'archipel des Moluques, vous connaissez certainement, c'est Syzygium aromaticum, c'est le clou de girofle, c'est une espèce endémique de l'archipel des Moluques, ça vous la connaissez, hein, c'est l'échium de Villeprétis, c'est l'échium de l'île de Tenerife. Et puis ça, c'est une plante qui est en voie de disparition, qui est endémique d'un cratère volcanique qui est à Hawaï, qui s'appelle le cratère du Haleakala. C'est donc une île volcanique circulaire, ça monte à peu près 2000-2002, et la plante, à l'échelle mondiale, elle ne vit qu'à l'intérieur du cratère du Haleakala. Sauf que historiquement, les gens s'amusaient, comme la plante, elle est extrêmement, c'est une astéracée, Argyroxychium sandvicense, eh bien, cette espèce-là, les gens s'amusaient à la faire brûler. Et donc aujourd'hui, dans cette zone-là, il y a des gardiens qui surveillent en permanence les touristes qui viennent pour éviter qu'ils s'amusent à faire brûler ces plantes extrêmement sensibles et en voie de disparition. Voilà, je voulais vous prendre encore un autre exemple dans les éléments insulaires, c'est l'île de Socotra. Alors on est un peu plus loin que le Sahara, qui est normalement un sanctuaire, puisque comme je vous l'ai écrit, elle est classée aujourd'hui, l'ensemble de l'archipel, puisqu'il y a plusieurs îles, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Quand vous allez sur place, déjà le nombre de personnes qui sont autorisées est extrêmement limité, la population est relativement limitée, et lorsque vous arrivez sur place, votre valise est entièrement fouillée, et lorsque vous repartez, votre valise est entièrement fouillée aussi, puisqu'il y a des plantes là-bas qui ont une vraie valeur commerciale importante. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc pour éviter les pillages et les trafics, il y a vraiment un contrôle qui est extrêmement strict dans l'archipel de Socotra. Voilà. Donc ça c'est Cissus subaphylla, qui est une plante toxique. Là vous avez les fameux dragonniers, la forêt de dragonniers, Dracena cinnabari. Ça c'est un croton, donc c'est une euphorbiacée, c'est extrêmement toxique aussi. Et donc un des premiers éléments dont je vais vous parler, c'est que vous vous rendez compte lorsque vous êtes là-bas sur place que les plantes qui ont une toxicité ou qui sont dangereuses sont celles qui prolifèrent, mais malheureusement pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué, comme vous allez le comprendre. Voilà, donc c'est une île qui est connue depuis très longtemps, puisqu'il y a 5 espèces d'aloès qui ont été exploitées depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité. Et puis là, c'est l'Adenium obésum. Voilà, ça c'est typiquement une plante, Adenium obésum socotranum. Donc ça c'est typiquement une espèce toxique, qui a un latex toxique. 20 minutes? Ok, alors j'avance plus vite. Voilà, exploité également pour l'encens, puisqu'il y a 6 espèces de Burseracées d'encens, le fameux sang-dragon que vous avez là ici, et puis voilà cette belle forêt. Le problème, c'est que malgré la sanctuarisation, malgré les contrôles, eh bien, vous avez à peu près 400 000 chèvres qui sont sur l'île, qui, depuis les bords de mer jusqu'au sommet les plus hauts, rasent absolument toute la biodiversité. Là, vous avez une zone qui a été mise en protection, vous avez un peu quelques espèces herbacées qui arrivent à pousser, mais dès que vous sortez de là, c'est rasé, regardez ce pauvre arbuste, il est entièrement ratiboisé. Les changements climatiques font que le régime des précipitations a changé. Vous avez de plus en plus souvent des ouragans, ou en tout cas des vents relativement forts qui fait que les espèces, eh bien, malheureusement, s'effondrent, les vieux dragonniers s'effondrent. Et puis vous avez, comme je vous le disais, un problème de surpâturage absolument incroyable, ce qui fait que toute la régénération des dragonniers, en fait, il n'y a quasiment plus de régénération. Les seuls individus qui arrivent à pousser sont ceux qui sont sur les falaises. Donc là, vous avez une espèce qui est Dorstenia gigas, qui était auparavant une espèce relativement commune. Là, aujourd'hui, elle n'arrive à survivre que sur les endroits totalement inaccessibles. Et puis, ça, c'est les zones de dragonniers. Donc ça, c'est fait par les collègues de conservation qui situent. Eh bien, les dragonniers sont isolés pour ne pas être entièrement pâturés par les moutons. Alors, un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est à l'île d'Hawaï. Donc là, on n'est plus sur Maui, mais on est sur Big Island, sur la grande île. Arrivée de l'homme, il y avait une diversité qui était extrêmement importante. Tout un tas d'espèces d'oiseaux, en fait, ont totalement disparu, des oiseaux de basse altitude. Donc cette espèce qui est une malvacée, qui s'appelle Ibisca delphus, l'oiseau qui l'a pollinisé, qui était spécialement adapté un petit peu à la type des pinsons de Galapagos, eh bien, l'oiseau a totalement disparu, infestation par les rats, et vous vous retrouvez aujourd'hui eh bien, avec une espèce en fait, qui, dans la nature, n'a quasiment plus de fécondation,
quasiment plus de fécondation parce qu'il n'y a plus de pollinisateurs. Il y a un tout petit peu d'autofécondation, ce qui fait que dans les fruits, on est allé dans la nature, il y a quand même des fruits qui se forment, mais dès que le fruit tombe au sol, il est consommé par des rats. Donc aujourd'hui, c'est une espèce qui n'existe plus que par l'action humaine. Ça, c'est les rangers du parc des parcs de Lille, où en fait, ils vont planter, c'est du jardinage quasiment, des individus, mais il n'y a plus de dynamique naturelle. Donc cette espèce, elle ne survit que grâce à l'action humaine. Voilà, là c'est un autre exemple, c'est aux Seychelles, avec deux espèces endémiques. Voilà, et là je vais vous parler d'une autre action, j'avance beaucoup plus vite. Vous connaissez certainement le cocofès. Alors ça c'est extrêmement intéressant aussi. C'est un autre exemple dont je vais vous parler, dans lequel le jardin botanique est impliqué. C'est que vous savez que les cocofès sont vendus, donc ça coûte extrêmement cher. J'en ai acheté un, là vous l'avez. Donc ce petit individu que vous avez là, c'est vendu 200 €. C'est vendu 200 €. Et les plus gros individus peuvent monter jusqu'à 800 ou 1000 €. Et en fait, ça c'est absolument dingue, c'est que le temps de maturation des fruits de cocofès, c'est 10 ans. Donc tous les individus de l'île sont identifiés, numérotés. Les fruits sont individuellement numérotés et contrôlés par l'organisme en charge de la protection de la biodiversité. Et donc chaque fruit qui est vendu, que vous avez là ici, eh bien, il y a un numéro spécifique. Et l'argent collecté, en fait, sert à sauver la biodiversité de l'archipel des Seychelles. Donc c'est vraiment un porte-drapeau qui rapporte de l'argent pour la protection. Voilà, allez, j'avance plus vite. C'est un jardin botanique en Thaïlande qui est absolument dingue. C'est 4 millions de visiteurs, absolument kitsch, sauf qu'en même temps, c'est le centre mondial de protection de palmiers. Il y a 2850 espèces de palmiers, donc beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur la génétique des palmiers, eh bien, ils ont recours à ce jardin botanique puisque c'est l'endroit dans le monde dans lequel il y a la plus grande diversité. Pour les palmiers, pour les cicadacées, toutes les espèces décrites à l'échelle mondiale sont conservées là-bas. Donc dès que des chercheurs ont besoin de travailler, eh bien, ils vont vers ce jardin botanique, qui est à la fois un endroit absolument kitsch, c'est quand même assez particulier, quand même assez moche, mais en même temps un lieu absolument de pointe dans la préservation et la connaissance de certains taxons. Ça, c'est le genre Hoya. Il faut à peu près 3 jours pour visiter le jardin. Il est gigantesque, absolument gigantesque. Ça, c'est une serre entièrement dédiée aux plantes du genre Hoya, si vous connaissez. Voilà, le genre Heliconia, c'est le centre mondial de diversité de conservation ex situ pour le genre Hoya. Allez, j'ai presque terminé. Toujours dans mon aspect préservation, rareté et autres, je vais vous parler de quelque chose qu'on a mené l'année dernière avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est qu'effectivement, vous savez certainement qu'il y a du trafic, il y a des plantes qui ont une valeur financière malheureusement importante, des cicadacées, des orchidées, des cactus, ou des plantes à codex, des plantes succulentes. Donc il y a un business, il y a un trafic qui malheureusement aujourd'hui se mondialise, puisqu'aujourd'hui le marché il est mondial, notamment via des plateformes. Et donc il y a des trafics qui se mettent en place, et bien, le Muséum de Paris fait malheureusement, les douanes font des saisies de plantes, et ces plantes, lorsqu'elles sont saisies notamment à Orly ou à Roissy, elles finissent dans les serres du muséum à Chèvreloup, qui ensuite travaillent avec d'autres jardins botaniques pour essayer de... Alors elles ne sont jamais renvoyées dans les pays, mais en tout cas, le but est d'essayer de, en tout cas, maintenir en vie ces différentes collections. Voilà, ça c'est le collègue du muséum, et ça c'est certaines plantes, donc il y a des cicadacées, des orchidées, et puis là en l'occurrence, ça c'est des Ariocarpus, c'est un genre de cactus mexicain. Voilà, donc nous, à Nancy, c'est pas vraiment le thème de ma présentation, mais on essaye, effectivement, on travaille avec le futur conservatoire botanique Alsace-Lorraine, et donc notre jardin botanique, il est membre du conseil d'administration et membre du conseil scientifique. Et donc, dans notre jardin, on a 2 jardins, on en a un à Nancy, on a 27 hectares, et puis on en a une annexe dans les Vosges qui s'appelle le Chitelet, où on a une 15aine d'hectares avec une réserve naturelle. Et donc on participe du mieux qu'on peut, puisqu'on a la chance d'avoir des jardiniers botanistes, on a des gens qui sont des botanistes, comme vous qui êtes dans la salle, et on a aussi des jardiniers botanistes. Donc je considère qu'on a nous aussi un petit peu une aide à apporter dans la conservation ex situ. Voilà. On est par exemple dans le programme du Saxifraga herculus, qui avait été présenté, je crois, il y a 2 ans en arrière par les collègues de Franche-Comté. Et puis on est également sur des renforcements de population de quelques espèces en voie de disparition sur les crêtes des Vosges. Voilà. Et puis la dernière plante dont je voulais vous parler, parce qu'elle est un petit peu symbolique, et comme Pierre s'est amusé à me taquiner sur cette espèce, je me sens l'obligation de vous en parler.
Donc c'est le fameux Amorphophallus titanum, cette plante, cette aracée absolument géante, qui fait le record du monde, c'est 3 mètres, 3 mètres 20, c'est en Belgique. Et donc il existe au niveau national un réseau de conservation des espèces qui s'appelle le CCVS, Conservatoire des collections végétales spécialisées. Et nous, à Nancy, comme c'est le cas à Lyon aussi, on est spécialisé dans la famille des aracées, puisqu'on a quasiment 800 accessions différentes de plantes de cette famille, dont le fameux Amorphophallus titanum. Voilà, donc là je vous ai mis quelques éléments, un petit peu son cycle végétatif, et puis des éléments, puisque les premières introductions se sont faites en Angleterre à Kew. Voilà. Donc nous, c'est une plante qu'on a récupérée en 99, qui venait de Brest et de Leiden, donc aux Pays-Bas, et puis ensuite on en a eu de Metz. Voilà, donc cette plante qu'on a eue à Metz, parce qu'il y a un programme de sauvegarde là-bas, c'est une plante qui disparaît dans la nature. On considère qu'elle est endémique de l'île de Sumatra. Il ne reste plus que 4000 individus dans la nature. Et donc, bien, un certain nombre de jardins botaniques. La plante est assez dispersée à l'échelle mondiale dans beaucoup de jardins. Et donc, aujourd'hui, elle est en train de se créer. C'est des collègues de Singapour qui nous l'ont dit et des collègues de Belgique, de Metz, du Jardin botanique national de Belgique. Il y a aujourd'hui un programme visant en fait, à aller essayer de faire des renforcements de population d'Amorphophallus dans le milieu naturel, sur la base des collections conservées ex situ. Donc là, vous avez nos 2 floraisons. Donc cette année, il y en a eu 2. Il y en a eu une en juin 25 et l'autre individu en août. Donc là, vous avez les 2 individus. La première faisait 1,70 m, la deuxième inflorescence faisait 2,16 m. Voilà. C'est 45 000 personnes qui viennent. C'est un événement qui dure 4 jours. Et de 7 h le matin à 22 h, 23 h, les gens sont en continu, en flux ininterrompu pour voir cette espèce. Voilà. Et ça, c'est son tubercule que vous avez là ici. Et ça, c'est Douglas Tavares. C'est le collègue jardinier botaniste qui est vraiment un savoir-faire extrêmement important là-dessus. Voilà, donc comme je vous disais, ça, c'est les collègues. On a organisé cette année le congrès européen des plantes de la famille des aracées. Donc, c'est 70 personnes à peu près qui sont venues à Nancy. Là, vous avez l'inflorescence, avec les fleurs femelles en bas et les fleurs mâles en haut. Et puis ça, c'est la collègue de Metz qui nous montre comment ils font à Metz pour assurer une fécondation. Voilà, donc une plante tropicale. Alors, j'ai pris un exemple parce qu'il est un petit peu symbolique, mais ce que vous avez présenté, Stéphane, sur Brest, on a les mêmes actions, nous aussi, à Nancy, sur tout un tas d'espèces en voie de disparition à l'échelle mondiale. Voilà. Et puis je voulais terminer avec cette petite histoire que j'ai bien aimée. Voilà, c'est bon, ça va marcher. C'est effectivement une des grandes floraisons qu'il y a eu, c'était il y a à peu près 15 ans, c'était à Bâle, en Suisse, et le jardin botanique est géré par l'université, et tout ce qui est animation pédagogique et autres, c'est géré par une association. Et le moment où l'Amorphophallus a fleuri, eh bien, toute l'association des amis du jardin botanique se sont mobilisés pendant 3 jours, jour et nuit. Il y avait une petite contribution symbolique à donner, je crois qu'il devait être de 5 ou 10 francs suisses pour pouvoir l'avoir, et les gens sont venus en nombre. Et en fait, l'association s'est retrouvée avec, je crois, 150 000 ou 200 000 euros. Et derrière ce porte-drapeau, l'ensemble de l'argent collecté, en fait, a permis, puisqu'ils se sont retrouvés avec une somme d'argent absolument inattendue, ils ont racheté, au nord de l'Équateur, il y a une forêt extrêmement intéressante, qui s'appelle la forêt des Dracula. Et Dracula, c'est un genre d'orchidée d'Amérique tropicale. Ils ont racheté des kilomètres carrés de forêt tropicale grâce à la floraison de leur Amorphophallus titanum. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je vous ai mis le petit film. Voilà. Ça, c'est le time-lapse qu'on avait fait. Voilà, vous avez les dates à côté, 21 juin. Ça, c'était la première floraison de... Voilà, 2 juillet. Donc, ça prend 3 mois. Donc, c'est une monocotylédone. Souvent, elle fait des feuilles. Et au bout d'un moment, une fois qu'elle a suffisamment d'énergie, elle décide de fleurir. Et là, c'était ce qui s'est passé en 2023. Donc, elle a déjà fleuri à Brest. Elle a fleuri à Nantes, elle a fleuri à Bordeaux, elle a fleuri à Paris, et donc elle a fleuri à Nancy aussi. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez la spathe qui change de couleur, qui passe du vert au jaune. Et puis vous avez la spathe qui s'ouvre, et vous avez les spadis au milieu qui changent de couleur. Voilà, ça dure 3 jours. Ça dure seulement 3 jours. Premier jour, les fleurs femelles. Deuxième jour, les fleurs mâles. Et troisième jour, voilà, les choses s'arrêtent. Voilà, c'était le sens de mon intervention. C'est un peu rapide. D'habitude, je fais une conférence qui dure 1h30. Là, je l'ai réduit à 30 minutes, mais je voulais vous montrer qu'effectivement, quand on prenait le temps d'aller lire les textes, parce que c'est notre gouvernement qui s'engage avec tout un tas d'actions, et franchement, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des enjeux extrêmement importants au niveau de la flore, et que les jardins botaniques, c'est un peu le sens de pourquoi je suis là aujourd'hui, eh bien, peuvent être des acteurs
en lien avec les conservatoires et les SEN pour aider à la préservation de la biodiversité. Voilà, merci beaucoup. Merci.